Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à notre webinaire consacré au e-commerce. Donc, merci d'avoir répondu nombreux à ce webinaire. Une petite précision avant que je laisse la parole à notre intervenant. Vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de la présentation. Et pour ce faire, il suffit que vous activiez le volet questions-réponses qui se trouve dans votre interface Teams en cliquant simplement sur l'icône qui se trouve en haut à droite, les deux bulles avec le point d'interrogation. Écoutez, sans plus tarder, je laisse la parole à Marvin. Merci Nicolas, merci. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, vous devriez avoir la présentation qui s'affiche et vous devriez me voir juste à côté. Merci pour cette intro Nicolas. Alors simplement quelques petites informations logistiques avant que je démarre. On est sur un live hein, bien sûr, donc pour les besoins techniques, il y a un petit décalage de quelques secondes qui se fait, comme c'est le cas sur la plupart des outils qui se font du live. Donc vous avez la possibilité de poser des questions, je les verrai juste un tout petit peu après, parce que vous voyez ce que je dis avec du décalage, mais j'y répondrai au fur et à mesure si jamais je peux rebondir dessus pour un sujet que j'aborde. Donc n'hésitez pas, mais c'est normal si je ne vous réponds pas dans l'instant, il faudra un petit peu de temps, le temps que ça me parvienne et le temps que j'y réponde, et que cette réponse arrive de nouveau à vous. Ok ? Donc n'hésitez surtout pas. Et à l'inverse, s'il y a un souci quelconque ou autre, n'hésitez pas non plus à le signaler. Nicolas aussi peut voir les infos, je les vois en direct. Hein. J'ai la caméra d'un côté, le chat de l'autre, et puis la présentation sur un autre écran. Donc n'hésitez surtout pas. Pour la partie, et je vous laisse mettre un petit message aussi, voilà, vous avez un petit c'est ici pour les questions qui arrivent, vous avez tout ce qu'il faut, donc surtout n'hésitez pas à interagir pour que je puisse avoir un retour aussi sur ce que vous entendez et ce que vous voyez que je vous présente. Voilà. Deuxième partie, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va voir ensemble. Alors, simplement, pour démarrer, perspective numérique, dans le cadre de ce webinaire, de cette conférence, hein, qu'on a l'habitude aussi de faire en présentiel depuis maintenant plusieurs années, dans le cadre du parcours numérique. Perspective numérique 10, c'est un petit mot, c'est une association qui travaille et qui est portée par la CCI et qui a comme mission de présenter et de développer le numérique sur Troyes et sur l'Aube, sur le département. Donc c'est une association qui réunit un certain nombre de prestataires, dont je fais partie également, vous pouvez aller voir sur notre site, plusieurs missions de formation, information, sensibilisation, accompagnement des entreprises pour les aider à se numériser, se digitaliser. Donc vous pouvez voir sur notre site toutes nos actions. D'une manière générale, notre action phare, c'est ce parcours numérique où on fait une formation, un webinaire actuellement, tous les mois sur des sujets différents. On essaie de couvrir tout le spectre du numérique. Ça va donc de la numérisation de documents, par exemple, jusqu'à la sécurité informatique, jusqu'à la digitalisation par les sites Internet, et donc, pourquoi pas aussi aujourd'hui le e-commerce. Voilà, donc toutes les informations sur le site de perspectivenumérique.org, sur le site de la CCI également. Et puis, un petit mot aussi sur un dispositif que l'on porte, qui est donc le DOTN, Diagnostic d'opportunité de transformation numérique, qui peut vous servir. Hein. C'est un dispositif pour lequel on vous mobilise un expert qui vous fait un diagnostic en une journée de travail et puis après un petit peu de restitution. On fait un tour à 360 de toute votre activité sur l'aspect numérique aussi. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à vous approcher de nous, de la Chambre de commerce ou de Perspective numérique. Ces dispositifs s'inscrivent dans le cadre de tout ce qu'on fait ensemble. Là, les webinaires vous permettent d'avoir une certaine quantité d'informations et je vais y revenir juste après. Mais après, évidemment, vous voulez souvent passer à l'action et on reste disponible pour ça aussi. Je me présente rapidement aussi. Je suis donc Marvin Chazelon, je suis directeur de l'agence WebUp, donc vous avez une petite partie de l'équipe qui est en photo là devant vous. On est une agence de conception et d'ingénierie web à Troyes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on travaille pour des professionnels uniquement, on analyse, étudie, imagine, conçoit et design des applications web. En quelques secondes, ça veut dire qu'on peut fabriquer des sites internet plutôt complexes, entre guillemets, connectés avec des logiciels, par exemple, ou connectés avec des plateformes, des réseaux sociaux. Et on conçoit aussi tout ce qui est applications mobiles, logiciels web, ou logiciels, on va dire, un petit peu plus complexes. On a beaucoup de clients, notamment sur Troyes, Paris et la région Grand Est. Et on fait donc tout ce qui est développement sur mesure, donc une équipe plutôt technique. Voilà. Donc j'en suis le dirigeant. Je suis également associé gérant
de l'agence Adverti, que vous connaissez peut-être, hein, qui est spécialisée dans le web marketing, donc tout ce qui va être communication en ligne, réseaux sociaux, moteurs de recherche, référencement, mailing, SMS, etc. Donc vous connaissez certainement la directrice associée qui est Emeline Foisset. Voilà un petit peu pour les présentations, voilà qui est fait et qui me permet de passer du coup au sujet de ce matin. Alors, ce matin, mon objectif, ça va être de vous faire un tour d'horizon du e-commerce. L'idée, c'est de... Vous êtes tous à un niveau différent d'approche du e-commerce. Ça peut partir de, entre guillemets, je veux me lancer, jusqu'à je suis e-commerçant, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je pourrais faire, quelles sont les opportunités. Donc, c'est un exercice assez complet, entre guillemets, parce que c'est un peu le grand écart entre du e-commerce novice, entre guillemets, ou du e-commerce confirmé. Et mon idée, c'est d'essayer de donner un peu d'informations à tout type de profil et de vous permettre simplement d'avoir une vision, quel que soit le niveau d'avancement où vous êtes. Donc c'est pour ça que vous allez voir à chaque étape, hein, il y a 5 grandes étapes dans ma présentation. Je vais commencer souvent un petit peu simple, hein, un peu bateau entre guillemets, peut-être pour certains, mais un bon moyen de mettre le pied à l'étrier pour d'autres. Et je finirai souvent par du très pointu pour aussi montrer le spectre, hein, des connaissances qu'on peut avoir en tant qu'expert e-commerce et apporter à ceux qui l'attendent des nouvelles opportunités par rapport aux choses qu'ils ne connaissent pas forcément. D'accord? Donc c'est normal. Chaque sujet, chaque fois, donc 5 fois, on va partir de la base et aller jusqu'à du très pointu pour essayer de répondre un petit peu aux besoins de tout le monde. Mais ça veut aussi dire qu'on va survoler tous ces sujets. Je n'entrerai jamais dans le détail. Je ne vais pas vous montrer tout à l'heure, par exemple, comment configurer un e-commerce, hein, mais je vais simplement vous citer des solutions, vous donner quelques exemples pour qu'après, vous puissiez vous lancer. Hein. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est aussi l'objectif de Perspective Numérique, pouvoir vous donner des informations qui vont vous permettre de vous lancer, d'aller plus loin. Et après, on organise des ateliers, on organise des formations, on a des programmes qui sont en train d'arriver pour accompagner les PME. Et c'est un petit peu tout l'exercice ici en 1 heure, de faire un petit tour et de vous positionner, de vous aider à vous positionner et d'avoir plus d'informations pour pouvoir faire un choix, tout simplement. Voilà, donc en 5 étapes, hein, on va faire un petit tour d'horizon. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que c'est que le e-commerce en France aujourd'hui? J'ai mis quelques chiffres actualisés, vous allez voir, et puis on pourra creuser un petit peu et échanger là-dessus. Ensuite, quels sont les outils qui existent? Maintenant qu'on a vu où on en est, enfin, quand on a vu où on en était, on ira sur comment je m'y prends. Quels sont les outils aujourd'hui? Peut-être que vous en utilisez certains, peut-être que vous voulez changer, en étudier d'autres ou vous lancer. Donc c'est toujours intéressant. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on construit un e-commerce de la manière la plus classique? Alors, il n'y a pas à chaque fois dans tout ce que je vais aborder, et je le répéterai, il n'y a pas une bonne solution. Hein. Je suis juste là pour vous donner justement une vision d'ensemble, pour vous permettre de choisir en toute connaissance de cause. Une fois qu'on aura vu comment faire, on verra qu'est-ce qu'il nous reste à faire. J'ai un site d'e-commerce, donc j'ai compris dans quel milieu j'étais, j'ai compris comment faire. Maintenant, comment je performe? Qu'est-ce que c'est qu'un site d'e-commerce performant? On parlera de plusieurs choses, taux de transformation, outils d'analyse, suivi, reporting, comment je m'assure que mon e-commerce fonctionne ou fonctionnera et comment je peux piloter ça. 4e étape, maintenant que je maîtrise mon e-commerce, comment je le fais connaître, comment j'améliore ma communication. Donc la partie e-marketing, web marketing ou communication en ligne, hein, c'est la même chose. Comment est-ce que mon e-commerce, quels sont mes leviers d'action pour pouvoir le développer, le faire connaître et augmenter mes ventes, par exemple, ou augmenter mon nombre de clients. Et puis, dernière étape, l'étape numéro 5, c'est un petit peu, comme je vous dis, le grand écart. Une fois que j'ai mon e-commerce qui tourne, j'ai de la communication, j'ai des ventes, j'ai des clients fidèles, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que c'est qu'un, entre guillemets, gros site d'e-commerce? On en a sur 3. Hein. Il y a beaucoup de sites d'e-commerce qui ont un flux et un certain nombre de salariés dédiés à ça. Et on voit que les étapes d'après continuent. Hein. Donc, on parlera un petit peu ERP, Big Data, etc. etc. Donc, ça vous permettra, si vous n'êtes pas à cette étape-là, d'anticiper, de se dire, OK, qu'est-ce qui se passera quand je serai à 150 commandes par jour, ce qu'on vous souhaite bien évidemment, quelles sont les opportunités que j'aurai à ce moment-là et comment est-ce qu'on développe ce type d'e-commerce. Ça vous donne une vision et ça vous donne aussi les opportunités de se rendre compte que c'est possible. Voilà. Donc n'hésitez pas, pour l'instant je n'ai pas de questions, c'est normal, je suis dans l'introduction, mais n'hésitez pas, même si c'est pour mettre un petit mot de tout se passe bien, pour le coup on ne vous en voudra pas de mettre ça dans les questions. Voilà les 5 grandes étapes, ça prendra à peu près, donc là j'ai pris 5 minutes d'intro pour Perspective, 5 minutes d'intro pour la présentation, on va en avoir pour 45 minutes à peu près,
donc ça fait environ 9 minutes par partie. En général, je tiens le timing, donc ce qui nous fera terminer aux alentours, comme prévu, de 9h30, et éventuellement aussi un temps supplémentaire pour les questions auxquelles j'aurais éventuellement pas répondu pendant la présentation. Alors allons-y, tour d'horizon en France du e-commerce aujourd'hui. Je vous ai mis des chiffres un petit peu actualisés. Ces chiffres, vous pouvez les trouver, vous avez le lien en bas de la présentation qui vous sera remise, hein, et vous l'aurez aussi au travers du replay qui est mis à disposition par la chaîne YouTube de la Chambre de commerce, sur le site de la FEVAD, donc la Fédération électronique de vente à distance. Ces chiffres-là, ils sont sortis en juillet 2020, donc on ne peut pas être beaucoup plus à jour. Et on va zoomer un petit peu sur ce que je vous ai mis. Alors, l'étude, elle est disponible sur le lien que je vous ai montré, enfin que je vous ai mis en bas du document. Je vous ai mis qu'une partie, il y a une page sur les 3. Et ce qui va nous intéresser, là, comme on est sur la partie un petit peu marché, je vais zoomer sur cette partie-là. Et on ira sur la deuxième juste après. Là, juste, qu'est-ce qui est intéressant? L'évolution du chiffre d'affaires en France. Alors, on parle en milliards, donc ce n'est pas ce qui va nous concerner directement. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit que la tendance est la même depuis là 2015, mais en réalité depuis 2006, 2002 même. C'est au moins depuis 5 ans, 11 milliards de plus tous les ans. C'est un chiffre, enfin, vous l'avez sous les yeux, c'est quasiment tout le temps la même augmentation, 11 milliards. Plus 11, plus 11, plus 11, plus 11. Donc, c'est assez, j'ai envie de dire, significatif. On n'est pas sur une courbe exponentielle ou asymptote ou peu importe, mais sur une courbe croissance classique tout à fait normale. Et ça vous permet quand même, si vous n'êtes pas convaincu, parce que je suis aussi là pour ça, que le e-commerce se développe et il va continuer de se développer. On peut, entre guillemets, se poser des questions sur est-ce qu'il faut du e-commerce ou pas, comment, pourquoi, il y a plein de choses évidemment. Mais le e-commerce n'est pas forcément synonyme de vider les centres-villes ou de vider les magasins ou ce genre de choses. Mais sans rentrer dans le détail, on peut améliorer en tout cas des expériences clients et faire en sorte, on a beaucoup de clients qu'on appelle qui sont brick and mortar, ça veut dire qu'ils ont en plus d'un magasin, en plus d'un e-commerce, pardon, un magasin physique, bien sûr, c'est possible. Ils ne sont pas ce qu'on appelle des pure players. Pure player, je suis uniquement en ligne, mais souvent c'est comme ça qu'on se lance parce que c'est ce qui est le moins coûteux. Pas besoin d'acheter un bâtiment, une boutique, une vitrine. Mais par contre, on développe d'abord des ventes, on développe des clients et après on ouvre des boutiques. Ça a été le cas, par exemple, je prends l'exemple d'une marque troyenne française, garçon français, qu'on accompagne depuis le démarrage, qui a uniquement commencé par des ventes en ligne et qui maintenant a 2 boutiques et une activité qui se développe. Voilà. Après, vous avez d'autres informations, hein, le public type, le nombre de ventes par région. Bon, là, c'est diverses informations que je vous laisserai aller regarder. Autre point intéressant sur le PowerPoint que je vous présente, là, on a alors, les parts de marché par secteur d'activité. Bon, c'est compliqué à analyser parce que le e-commerce, on va en reparler après, c'est tout. Ce n'est pas que mettre des produits dans un panier et finaliser une commande, c'est aussi commander son voyage en ligne, préparer son hôtel, etc. Donc, on retrouve le tourisme, par exemple, effectivement, l'achat de voyage, réservation d'hôtel, ça génère un certain nombre de chiffres d'affaires. Mais voilà, ça vous pourrez regarder. Ce qui est intéressant plutôt, c'est vous avez sur l'information en bas à gauche, e-commerce et autres canaux. Le e-commerce a peu d'impact sur les achats en commerce de proximité. Pour les internautes, il se situe davantage comme une alternative à l'achat en centre commercial ou en grande surface. Donc c'est un point intéressant, c'est l'enquête de la FEVAD. Hein. Ça a généré aussi 200 000 emplois. Ça transforme l'expérience client, d'accord? Donc dans cette partie introductive, c'est aussi important pour moi de rappeler le e-commerce, c'est un chamboulement, c'est un changement de manière générale pour le commerce en lui-même et pour la vente de toute activité, évidemment. Mais il faut bien voir ça comme une transformation, une amélioration. On ne vient pas détruire, disrupter, ou évidemment que ça impacte beaucoup nos activités. Mais par contre, il faut la prendre comme un nouvel outil, comme une nouvelle opportunité. Et je pense qu'en prenant ça de ce côté-là, on va en parler juste après avec les outils, ça change un petit peu la vision qu'on pourrait en avoir. Bon, si vous êtes ici, c'est que vous êtes quand même, j'espère, plus ou moins convaincu du e-commerce, mais c'est important pour moi d'introduire, enfin de démarrer là avec ces propos. Voilà, donc ce que je vous disais simplement, c'est que effectivement, le e-commerce, hein, c'est pour tout type d'activité. Là, vous voyez, on voit de la coiffure, de la réparation, de la cuisine, du service à la personne. Enfin, j'ouvre un petit peu le scope. Hein. Quand je vais vous parler là d'e-commerce, je vais quand même souvent prendre des exemples
de vente de textiles, de vente de produits, enfin du e-commerce, on va dire, plutôt classique, comme on a l'habitude de le connaître depuis un certain nombre d'années. Mais évidemment, ce n'est pas que ça. Nous, aujourd'hui, on fait du commerce en ligne quand on vend une plateforme et que quelqu'un nous demande un devis en ligne. Évidemment, il remplit un formulaire, on reçoit la demande. On a souhaité, pour avoir des demandes qualifiées, que le formulaire ait un certain nombre d'informations. Budget moyen, idée de projet, etc. Ce qui fait que c'est une sorte de barrière où on ne reçoit plus de demandes « Bonjour, que faites-vous » Ça, par contre, on a Facebook, on a les réseaux sociaux où on peut nous envoyer un message et quelqu'un va répondre pour les premiers échanges. Par contre, ce mail qui arrive à l'équipe commerciale et qui vient du site, il est déjà un peu qualifié. D'accord? Donc, c'est une forme de e-commerce. Comment est-ce que mon entreprise développe son e-commerce? Elle le développe en regardant les produits qu'on vend et en essayant de faire en sorte que la transformation d'un visiteur en futur client soit la meilleure possible pour l'utilisateur. Donc voilà, c'est important, hein, je le précise simplement. Aujourd'hui, il est possible d'imaginer des transformations numériques, des améliorations e-commerce pour tout type d'activité. Ça peut très bien être de la prise de rendez-vous en ligne avec un salon de coiffure. Ça peut être très bien la connexion d'une caisse, d'une boutique qui fait du vrac avec un site de vente en ligne pour préparer sa commande. Ça peut être de la réservation en ligne pour de la livraison ou des plats emportés pour un restaurant. Enfin, tout ça, c'est du e-commerce. Et pour tout ça, il y a des solutions, différents niveaux de solutions. J'ai envie de dire que c'est un peu ça la complexité, en fait, c'est de se retrouver un petit peu dans tout cet univers d'outils qui existe, en se disant à chaque fois, mais est-ce que je prends la bonne solution? Est-ce que je m'y prends bien? Bon, allez-y, de toute façon, c'est pas grave. On va le voir, j'en parle tout de suite. Aujourd'hui, on va dire, il y a 4-5 niveaux de e-commerce. Hein. Le niveau 1, c'est de se dire, je fais rien, je me lance. Quand vous vous lancez, pas besoin forcément d'un prestataire, pas besoin forcément d'une agence, hein, en l'occurrence, qui peut être potentiellement coûteuse. Évidemment, on a des charges un peu plus importantes, mais vous avez quelques centaines d'euros maximum. Vous pouvez vous rapprocher potentiellement d'un indépendant déjà, qui généralement est moins cher à l'heure, ou vous pouvez essayer de vous lancer, commencer du e-commerce, c'est créer une page Facebook ou une page sur Google My Business ou peu importe, et répondre à des messages sur Messenger ou par mail. Nous, encore aujourd'hui, on passe des commandes, c'est arrivé encore la semaine dernière, pour tout vous dire, pour commander des masques à une usine qui vend des masques spécialisés. Tout s'est fait par mail, mais c'est de la vente en ligne. On a envoyé un mail, ils nous ont envoyé un devis, on a validé, ils nous ont envoyé leur IBAN, on a fait le virement. Ils ont vendu pour 1000 € de masques en 15 minutes en ligne. Bon, c'est en faisant des emails. Donc, il ne faut pas se stresser non plus. Hein. Le niveau 1, c'est ça. Nous, il n'y a rien de plus agréable pour un prestataire que d'arriver et d'avoir quelqu'un qui est débordé par des ventes juste parce qu'il n'a pas encore les outils. Tant mieux, j'ai envie de dire. C'est même plutôt agréable parce qu'on se dit, OK, le produit marche, l'entreprise marche, allons-y. On sait que l'investissement en vaudra la peine et on pourra même éventuellement vous aider à calculer cet investissement et vous aider à trouver des aides ou ce genre de choses. Les banques soutiennent, les institutions soutiennent. Donc, au moins, ce sera de l'argent bien utilisé. Donc, niveau 1, je me lance, j'ai une page, je communique en ligne, je chatte. Si vous avez 2-3 heures devant vous, vous êtes à l'aise, c'est sur votre mobile, sur votre PC, c'est parti. Bon, niveau 2, vous avez déjà un peu vendu, vous avez déjà fait ce que je viens de dire en niveau 1. Vous pouvez commencer à essayer d'avoir un site en ligne. Donc là, c'est très simple. Il y a quelques plateformes qui existent, des gratuites ou pas très chères, quelques euros par mois, avec des limitations évidemment. Le site ne sera peut-être pas à l'image que vous souhaitez, aussi beau que ce que vous voulez, avec toutes les fonctionnalités que vous voulez. Mais par contre, pour 30 € par mois, vous aurez déjà de quoi vendre en ligne. Il n'y aura peut-être pas les 1000 produits que vous vendez, mais que 200. Enfin, il y aura peut-être des limitations évidemment. Mais pareil, vous serez dans un développement d'activité. Et rien de plus agréable que d'avoir un site qui explose. Je dis bien explose, parce que simplement, vous avez trop de ventes et que vous n'arrivez plus à vous en sortir. Là, vous nous appelez, on saura faire. Quand je dis nous, je parle de perspective numérique, hein, bien sûr. Vous nous appelez, on vous envoie un expert et on va vous dire, OK, super, vous avez 40 commandes par jour, vous êtes débordé, le site ne convient plus. Voilà la bonne solution. Mais vous savez déjà combien vous vendez, combien d'argent vous faites, et est-ce que l'investissement que vous allez faire, on va vous dire, cette solution, on est sûr qu'elle peut tenir jusqu'à X commandes, donc X chiffre d'affaires, et donc vous, X années. OK, est-ce que je peux mettre… Parce que quand on se dit que c'est, je ne sais pas, je dois investir 10 000 € sur un site d'e-commerce, 10 000 €, ça fait peur. Mais si le site tient 3 ans, qui vous permet de doubler vos ventes, et sur 36 mois, rapporté à 36 mois, les 10 000 €, ils passent assez bien.
d'accord? Oui, c'est de l'investissement, oui, mais c'est juste que comme on est sur du virtuel, souvent ça fait un peu peur, ce qui est normal, on l'entend. Mais on a moins peur d'acheter une machine ou d'acheter une boutique parce que c'est physique, on peut le toucher. Bah, pour un site d'e-commerce, si vous ne mettez pas les chiffres en face, bah oui, quand on met 10 000 € comme ça dans la nature, en vapeur, c'est un petit peu compliqué. Par contre, quand on se dit qu'avec les 10 000 €, on va peut-être augmenter de 30 ou 50 000 € son chiffre d'affaires, et qu'au final, je ne sais pas, on a fait ça et que pendant 36 mois, la plateforme, elle fonctionne, bah, en l'occurrence, ça veut dire que pour 300 € par mois, hein, à peu près, on va dire, 300 € par mois d'investissement pendant 3 ans, vous avez peut-être généré 15, 20, 30, 50, 60 000 € de chiffre d'affaires, voire marge, je ne sais pas, en plus. Et surtout du temps gagné pour vous focaliser sur autre chose. Souvent, hein, quand on arrive dans ces dispositions-là, c'est que ce qui vous fait en fait gagner, ce qu'on va faire en premier, c'est vous faire gagner du temps. Quand vous avez déjà des ventes et que vous êtes débordé, l'outil va vous faire gagner du temps et vous allez pouvoir vous refocaliser après sur la communication, l'augmentation du chiffre d'affaires. Je vous invite plus à investir dans un e-commerce pour gagner du temps et développer votre affaire que d'investir dans un e-commerce pour que lui seul développe l'affaire. C'est compliqué. Vous partez de zéro, vous ne vendez rien et vous pensez que juste en créant un site d'e-commerce, vous allez vendre, ça va être long. C'est possible, ça arrive, mais tous les produits ne se portent pas tout seuls. Toutes les communications ne partent pas en 3 jours. Enfin voilà, il y a un travail de longue haleine et c'est parfois compliqué de se dire je lance mon e-commerce et je commence à arriver à mon flot de vente qu'au bout de 1, 2, 3 ans. Et j'ai déjà investi 10 000 €, 15 000, 20 000, enfin voilà. Donc voilà, première, deuxième étape. Bon, troisième, vous avez votre e-commerce qui tourne. Là, il faut commencer à lancer le e-marketing. On développe plus la communication, on développe plus les choses. On fait venir un certain nombre de volume de personnes. On prend des risques sur la communication. On investit de l'argent. Et là, on a plus de personnes. Là, ce qui va être important, ça va être la performance. Donc, comment est-ce que je m'assure que quand je fais venir 1000 personnes qui m'ont coûté 1 000 €, je suis rentable? Bah, une première fois, vous ne le serez peut-être pas parce que vous n'avez pas ciblé les bons mots-clés ou pas ciblé les bonnes personnes. La deuxième, la troisième, la quatrième, vous y serez peut-être. Il faut faire des tests. Et puis après, on part dans les strates supérieures, vous avez votre e-commerce, ça tourne, c'est parti. Bah, le level 4, c'est peut-être de commencer à réfléchir à l'automatisation. Automatisation, externalisation de, pourquoi pas, du stockage, de la logistique, de la gestion des impayés. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on peut imaginer. Toujours pareil, pour gagner du temps, automatiser ça. Automatiser, c'est pas ne plus vous occuper de votre site, hein, vous aurez toujours autre chose à faire. Si demain, vous pouvez passer 100% de votre temps à travailler la fidélisation et l'expérience de vos utilisateurs, vous aurez gagné. Hein. Si tout le reste est automatisé, quand vous savez que l'utilisateur achète, vous n'avez plus besoin de vous en occuper, sauf de le choyer, entre guillemets, c'est que vous aurez plutôt gagné. Et puis la cinquième étape, après on va super loin, devenir un très très grand site e-commerce, mais on en parlera un petit peu à la fin. Voilà, ça c'était le tour d'horizon, simplement, propos un petit peu introductif aussi, simplement pour vous donner une vision sur où en est le e-commerce et ce qu'on fait. Alors évidemment, en résumé, le e-commerce, il va très bien, il y a des places à se faire, évidemment. Bon, il y a d'autres chiffres qui sont montrés hein, dans l'étude de la FEVAD, c'est que oui, 75% du chiffre d'affaires en France est fait par 2% des sites e-commerce et 2% du chiffre d'affaires revient à 75% des sites e-commerce. Oui, sur 140 000 sites e-commerce en France à peu près, à date, je crois. Oui, c'est ça. 200 000, pardon. 200 650 sites marchands actifs en France en 2019. Oui, c'est très peu qui sont rentables. Mais justement, avec ce que je viens de vous dire, ça s'explique. C'est potentiellement pas grave, déjà, parce que c'est peut-être juste un complément d'une activité brick and mortar, donc de boutique, ou à l'inverse, simplement que c'est en lancement ou en développement, ou des stratégies pas adaptées. C'est possible. Après, il faut y réfléchir et simplement s'adapter. Voilà. Donc, deuxième étape, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce marché, comment est-ce qu'on s'y prend? Parce que vous vous lancez ou parce que vous avez déjà dans l'e-commerce et vous voulez savoir qu'est-ce qui va arriver sur le marché, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui se fait? Alors, la première question qui se pose à chaque fois, c'est quel outil je vais utiliser ou pourquoi est-ce que mon outil est bien ou pas bien? Alors, je fais la répétition de ce que j'ai dit tout à l'heure. Évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Je vous donne un exemple. Nous, aujourd'hui, on ne fait que du développement sur mesure avec l'agence WebUp. Donc, aucune des solutions qui sont là ne sont utilisées, entre guillemets, par notre agence, parce que nous, on fait du développement à façon. Donc, ça veut dire que c'est du code. Et là, c'est adapté uniquement si, par exemple, vous avez un logiciel de logistique, des entrepôts à gérer ou plusieurs magasins en France, hein, et que vous voulez tout connecter avec des mots un peu compliqués, des web services, des API, enfin bref, pour les plus informés d'entre vous, c'est là que du développement sur mesure est intéressant.
Est-ce que vous devez faire un site sur mesure parce que vous vous lancez, vous avez 10, 20 000 euros de budget? Je ne pense pas. Même si vous avez le budget pour acheter ce type de site, est-ce que la priorité, c'est d'automatiser un maximum de choses? Je ne pense pas non plus. Vous avez 20 000 euros, mettez 5 000 dans un PrestaShop ou 5-10 000, je ne sais pas, mais dans un PrestaShop, Magento ou WooCommerce et 10 000 dans la com. Mais pas 20 000 sur 20 dans l'outil et l'automatisation. D'accord? Après, pour vous donner un deuxième exemple, sur l'agence Adverti, par contre, on fait effectivement des petites plateformes e-commerce. Enfin, quand je dis petit, il n'y a rien de péjoratif, c'est uniquement dans le sens où on centralise les besoins sur la vente en ligne, et donc pas l'automatisation et tout ce que je viens de citer. Donc, c'est l'opposé de ce que je vous parlais sur WebUp. On va utiliser Shopify, parce qu'il est rapide à mettre en place. En une semaine ou deux, on peut avoir un site e-commerce toute taille complètement opérationnel. Avec ses limitations, on ne peut pas être sur un design aussi personnalisé, on ne peut pas vous connecter votre logiciel de caisse et toutes ces choses-là, mais la problématique est différente. Si vous avez déjà assisté au webinaire, notamment de comment créer un site Internet, vous savez qu'on oppose souvent la création d'un site Internet basiquement sur peu personnalisable, mais très rapide, peu coûteux et simple à utiliser d'un côté, c'est les plateformes en ligne. Si on prend les sites classiques, Wix, Jimdo, créer mon site, 1, 2, 3 sites, WSite, etc. Et à l'opposé, la solution inverse, c'est beaucoup plus long à créer, mais 100% personnalisable, beaucoup plus cher, mais beaucoup plus automatisé. C'est la solution sur mesure. Et entre ces deux extrêmes, on a un panel de solutions qui existent avec des solutions adaptées en fonction de votre utilisation. Alors, je viens de vous le dire, moi, je suis beaucoup plus habitué à Shopify et la fabrication sur mesure. C'est pas pour ça que c'est les solutions les plus utilisées au monde. Je vais vous montrer les stats juste après. Mais simplement, comment est-ce qu'on choisit ces outils du coup? On peut s'appuyer sur l'utilisation déjà. Alors, vous voyez là, je vous ai mis, on appelle ça, alors c'est issu d'un outil qu'on appelle le Magic Quadrant de chez Gartner. C'est un outil qui existe depuis plusieurs dizaines d'années pour classifier un peu les outils. Et là, c'est inspiré de ce fonctionnement-là. C'est sur un site qui s'appelle g2.com que je vous invite à aller voir, sur lequel on a des benchmarks d'outils. Donc, vous avez des listes entières d'outils en ligne où vous avez des avis d'utilisateurs, vous avez des notations, des tarifs, des comparatifs. Ça peut être pour du CRM, ça peut être pour de l'ERP, ça peut être pour des outils de collaboration, de visio, tout ce que vous voulez. Donc là, je me suis mis sur plateforme e-commerce. Vous avez un petit comparatif. Alors, il n'y a pas tous les outils, mais il y en a une grande partie. Il y a notamment, alors c'est beaucoup d'outils internationaux, parce que c'est une plateforme américaine. Donc, il manque certains outils français quand même. Mais ça vous donne une visibilité simplement. Plus on est en haut à droite, plus on est leader. Plus on est en bas à gauche, plus on est spécialisé sur une niche, sur un type de produit. Et donc là, bon, vous voyez que c'est Shopify le leader mondial, évidemment. Mais vous avez WooCommerce qui est juste derrière. Et puis, vous avez d'autres outils. Je ne vais pas tous vous les citer, il n'y a pas d'intérêt. Mais c'est simplement pour vous donner aussi une vision. C'est aussi pour vous donner des réponses. Si vous vous dites quel est le meilleur outil, vous ne le saurez jamais. Je vous en montre 50 là. Donc, à moins de comparer les 50, et ce ne sera plus forcément vrai dans 6 mois, voire dans 2 mois, ça ne sert à rien. Il ne faut pas trouver le meilleur outil, il faut trouver celui qui est le plus adapté à votre besoin à l'instant T. Et votre besoin, c'est combien de produits vous voulez vendre, combien de personnes vont travailler dessus, combien de commandes vont être passées, combien de chiffre d'affaires vous comptez faire, le trafic, quel niveau d'optimisation, référencement naturel vous voulez. Est-ce que vous allez vous battre avec 5 concurrents ou avec 500 000, dont la Fnac, Boulanger et compagnie? En gros, est-ce que vous allez vendre des PC portables ou est-ce que vous allez vendre un produit où il y a 3 fabricants en France? C'est pas pareil. Donc, tous ces éléments-là doivent vous aider à choisir. Votre budget aussi, le temps que vous avez, le prestataire que vous avez ou pas. Est-ce que vous choisissez de tout faire en interne avec des compétences ou est-ce que vous externalisez ou l'entre-deux? Tout ça doit vous aider à choisir un outil. Et donc là, en l'occurrence, avec cette plateforme-là, je vous simplifie un peu la tâche pour trouver 3, 4, 5 outils. Vous pouvez les regarder et puis comparer. Bon, simplement quand même, je vous ai comparé 4 outils très, très utilisés, 4 outils, alors je ne vais pas dire leader parce que je viens de vous montrer juste avant qu'il y en avait d'autres, mais 4 outils qu'on retrouve très souvent, notamment sur le marché français, et je vous montrerai les stats français juste après. Alors, pour vous montrer l'intérêt simplement, c'est compliqué d'avoir des stats sur quel est le plus utilisé. Est-ce qu'on prend la plateforme où il y a le plus de chiffre d'affaires qui est généré? Est-ce qu'on prend celui qui est utilisé par les plus grands sites? Est-ce qu'on prend celui qui a le plus grand nombre de sites créés, mais ce n'est pas forcément les plus rentables? Enfin, bref, c'est compliqué, il faudrait prendre 50 000 stats. Donc, je me suis juste appuyé sur Google Trends. Vous pouvez le retrouver, vous allez sur Google Trends, vous faites la même recherche et vous aurez le même résultat. Je l'ai fait pas plus tard qu'hier, celui-là. Et donc, en l'occurrence, je vous compare simplement. Là, sur Google Trends, on a le pourcentage, enfin
le taux de recherche sur Google, je vous ai mis depuis 2004. Donc ça permet de se dire, bon, ok, quand on est plus recherché sur Google, c'est qu'en général, on commence à avoir plus d'utilisateurs et arriver un peu plus sur le marché. À la précaution près que les 4 outils que je vous ai mis, Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Magento, WooCommerce est un module de WordPress, donc c'est normal qu'ils soient un peu moins recherchés parce que c'est aussi attribué à WordPress. Donc en réalité, ça reste le leader aujourd'hui mondial WooCommerce, dans le sens où c'est la solution la plus préconisée par les agences, par les prestataires. Ils mettent WordPress, ils mettent un module WooCommerce et après vous pouvez vendre. Mais je viendrai juste après sur comment du coup on choisit ces outils. Enfin, je vous ai donné des critères, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est ces outils qui sont plus utilisés et juste quelques erreurs à éviter. Vous voyez simplement que depuis 2015 à peu près, il y a une petite courbe bleue qui se développe, c'est Shopify, et c'est ce que je vous disais. Alors Shopify, c'est une plateforme qui est plus récente que les autres et qui se développe. Bon, il y a un énorme pic, vous voyez sur la droite, c'est avril avril 2020 avec le premier confinement, où évidemment là il y a eu un développement exponentiel des plateformes e-commerce pour essayer de se développer. Ils ont fait des offres en plus, donc c'est tout à fait normal. Et donc vous avez simplement un indicatif. Alors je vous mets les chiffres français avant de rentrer dans le détail. Voilà, en France on fait toujours un peu différemment. Et effectivement, le leader est PrestaShop. WooCommerce au niveau mondial, et au niveau français, c'est PrestaShop. Parce que PrestaShop est un petit français. Un gros français, pardon. Et donc, en l'occurrence, bon, même si Shopify repasse devant sur la dernière année, c'est aussi une solution qui a été très en vogue, qui le continue malgré tout, même si on voit que la courbe est plutôt descendante. Mais ça reste une très bonne solution aujourd'hui. Alors, si je dois vous donner mon avis de prestataire aujourd'hui, et d'experts neutres, hein, franchement. Je vous ai dit, nous, ce qu'on utilisait, Shopify ou le A-Façon, mais sur 3, vous avez des agences spécialisées PrestaShop et d'autres spécialisées WooCommerce. Donc, il y a tout, ne serait-ce que sur le marché troyen, et donc sur l'Aube en général. Donc, il ne faut pas hésiter, c'est des solutions qui sont à portée de main, avec des prestataires ou pas, hein, toujours pareil. Mais les étudiants aujourd'hui, même si vous intégrez quelqu'un ou si vous formez quelqu'un chez vous dans un centre de formation à 3, donc que ce soit de l'embauche, de la formation interne ou du prestataire, c'est à peu près les 3 solutions majeures que vous avez retrouvées. Magento est un peu plus rare. Mais quelqu'un qui est qualifié sur du e-commerce, ça veut dire qu'il doit être qualifié sur au moins une des 3, Shopify, PrestaShop ou WooCommerce, voire plusieurs. Okay, après, il y en a d'autres, évidemment. Je vous ai dit EasyShop, etc. Je ne peux pas tous les citer. Il y a des boutiques made in France, il faut en parler, enfin, il n'y a aucun souci. Shopify est américain, malheureusement. Voilà. Après, les outils made in France, s'ils vous conviennent, il faut aller les prendre, il n'y a aucun souci, vous pouvez les trouver. Là, je vous donne une vision globale et je vous avoue que c'est aussi par rapport à une simplicité d'utilisation. Je n'ai pas envie de vous lancer dans un outil que je ne connais pas, juste parce qu'il est made in France. Mais si vous avez le temps et les compétences, allez voir, il n'y a aucun souci. Donc ici, simplement ce que je voulais vous dire, c'est en France, on fait toujours un peu différemment, donc PrestaShop est plutôt reconnu. Qu'est-ce qui va faire la différence dans ces outils-là? Alors, les gros critères déjà à analyser, c'est le fonctionnement. Aujourd'hui, Shopify, c'est une solution en ligne. Vous allez sur le site, vous vous connectez, vous créez un compte et tout se fait en ligne. Vous ne gérez pas de serveur, vous ne gérez pas de sauvegarde, vous ne gérez pas tout ça. Alors, il faut leur faire confiance. Bon, après, est-ce qu'il faut avoir plus confiance dans une entreprise qui a des millions de sites e-commerce avec des milliards de visiteurs tous les jours ou à votre petit serveur que vous allez louer chez OVH et bricoler de temps en temps? On peut se poser la question, mais ça, c'est pour ceux qui se posent la question de en ligne ou pas en ligne, d'accord? On gère des serveurs, hein, donc il n'y a aucun souci. Je ne vous dis pas que ce n'est pas une bonne solution. Je dis juste qu'il faut faire attention à c'est bien de vouloir faire soi-même, mais ça a ses limites aussi. Il faut prendre les choses les unes après les autres. Vous pourrez internaliser tout ça, vous passez d'un Shopify et passer sur un site interne quand vous aurez 300 commandes par jour. Vous embêtez à faire tout ça pour faire 2 commandes par jour au début, je ne pense pas que ce soit très utile. Donc voilà, mais c'est effectivement un critère important. Il y a des plateformes en ligne 100%, donc je me connecte, je crée mon compte et je configure tout. Et il y a des plateformes comme PrestaShop ou WooCommerce où là, c'est ce qu'on appelle un CMS, donc Content Management System, où c'est du code que vous téléchargez, que vous installez sur un serveur et que vous gérez vous-même. Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps parce qu'aujourd'hui, PrestaShop et WooCommerce proposent aussi directement leurs services en ligne. Donc, vous pouvez avoir un PrestaShop hébergé par PrestaShop ou un WooCommerce hébergé par WordPress. Et c'est eux qui gèrent tout. Donc, après, voilà, les 2 solutions existent. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez Shopify, vous ne pourrez jamais télécharger le code ou jamais télécharger le site, la plateforme. Vous pourrez récupérer toutes vos données, hein, utilisateurs, ventes et tout, il n'y a aucun souci. Ils n'ont pas d'intérêt à vous bloquer avec ça. Mais si vous avez l'importance d'avoir le code source à disposition, ce n'est pas possible. On est sur la solution plutôt en ligne, moins personnalisable, même si c'est très personnalisable, mais moins personnalisable, moins accessible, mais beaucoup plus simple et rapide.
Après, un WooCommerce, par exemple, ou un PrestaShop, ils vont être capables quand même de vous laisser beaucoup plus de personnalisation. Je vous donne un exemple, Shopify, si vous voulez personnaliser la page de paiement, de commande, de panier, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Il faut que le thème le propose, il faut commencer à bidouiller un petit peu. Alors que PrestaShop ou WooCommerce, vous avez accès au code, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas ce qui est recommandé, hein. Nous, aujourd'hui, on fait des sites WordPress, pas WooCommerce, mais on est plutôt sur le modèle, ce qu'on appelle no-code, pour éviter justement de commencer à bidouiller et d'en faire un site au final où il faut des développeurs pour pouvoir travailler dessus, parce qu'ils sont trop modifiés. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est attention aux compétences que vous avez en interne. Le WooCommerce, c'est bien, mais si vous le faites faire par une agence et que vous pensez vous passer de l'agence après, entre nous, je ne suis pas très serein, hein. Vous aurez besoin d'un contrat de maintenance quasi à coup sûr. Si vous avez quelqu'un en interne, par contre, qui vous fait le WooCommerce, je trouve que c'est la meilleure solution. Si vous avez quelqu'un en interne de dédié, prenez un CMS, parce qu'il va être habitué à l'outil, il va pouvoir le gérer, il va pouvoir former quelqu'un d'autre, et là, vous aurez une vraie autonomie. Par contre, si vous êtes dans un entre-deux avec un prestataire, tout ça ou autre, qu'il fasse le WooCommerce, c'est pas un problème, mais sachez que vous aurez cette dépendance. On est toujours dépendant après, de toute façon, de quelqu'un, soit en interne, soit d'un prestataire, soit de la plateforme. Donc voilà, ça j'ai envie de dire, c'est différentes solutions, hein, différents outils qui peuvent vous permettre de faire tout ça. Après, il y a d'autres critères qui vous permettront de le choisir, mais je vous donnais juste les pièges, entre guillemets, à éviter. Voilà un petit peu pour la partie outils, qu'est-ce qu'on a à disposition, etc. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, je vous ai dit de la configuration. Il n'y a rien de mieux de toute façon que d'essayer, hein. Je vous ai montré 3 solutions, PrestaShop, WooCommerce, Shopify. Vous allez vous lancer dans le e-commerce. Si vous avez une journée, vous prenez 2 heures par outil, donc ça fait 6 heures, oui, je sais, c'est un peu long. Mais vous prenez 2 heures par outil, vous essayez de créer 2-3 trucs. En 2 heures par outil, vous saurez faire votre avis. Vous saurez tout de suite. Je vous le dis, moi, typiquement, aujourd'hui, hein, sur 80% des clients qu'on rencontre, on leur fait essayer PrestaShop en premier, ils reviennent au bout de 30 minutes parce que c'est trop compliqué. J'avoue que sans une agence ou sans quelqu'un qui fait ce truc de manière dédiée, le PrestaShop, c'est compliqué. Le WooCommerce, c'est un peu entre deux. Alors, vous pouvez essayer de vous lancer. Si vous êtes plutôt à l'aise, ça ira. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise et que vous n'êtes pas accompagné, bon, trouvez le bon prestataire. Mais voilà, sachez un petit peu les dépendances qu'il y a derrière. Shopify, à l'inverse, nous, souvent, on dit, allez-y, lancez-vous, vous devriez y arriver presque tout seul. Et au pire, vous nous appellerez quand vous aurez besoin de nous. Et souvent, c'est ce qui se passe. Alors après, ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas, mais on voit qu'il est beaucoup plus simple. À l'inverse, on en a certains qui vont dire, OK, je suis allé sur Shopify, c'est trop simple, j'ai besoin quand même j'aimerais que mon devis, ça fasse ci, ça fasse ça, etc. Et là, on se redirige. Donc, voilà, prenez 1 heure ou 2 par outil, au moins ces 3-là, ou 1 ou 2 autres si vous voulez, mais ça sera une journée bien investie, vous serez au moins sûr de vous et vous arrêterez de vous poser des questions. Est-ce que j'ai le bon outil ou pas? Il faut qu'on mette ça de côté, hein. Une fois que vous vendez en ligne, une fois qu'on a passé les 2 premières étapes dont je vous parlais, je suis capable de vendre en ligne, les gens peuvent acheter, j'ai des utilisateurs, j'ai des visiteurs. On pourra un petit peu se focaliser sur ce qu'on va voir après, les performances et la communication. OK? Donc voilà, vous avez un peu un panel de tout ce qui existe comme outil, de leurs tendances, de ce qui se fait le plus ou ce qui se fait le moins, et de quelques grandes erreurs à éviter. Donc je vous propose de parler maintenant, on est à peu près à la moitié de cette présentation, hein, on est pas mal dans le timing aussi, 28 minutes et il nous en reste une trentaine, donc on est tout bien. Des performances e-commerce. Comment est-ce que je fais performer mon site d'e-commerce? Alors, on va voir plusieurs choses, hein. On va voir ce qu'on appelle les pain points, donc les points clés, entre guillemets, les plus bloquants pour les utilisateurs. Le premier, c'est le système de paiement. Alors, vous allez voir, je me suis en plus, j'aime bien partir de ces points-là parce que pour moi, c'est vite réglé. Mais il faut en parler. Mais pour moi, c'est vite réglé parce qu'il n'y a pas de question à se poser. Mais il faut en parler. Donc, je vous ai remis les stats de la FEVAD. Donc, c'est issu de la même étude que tout à l'heure, donc qui est sortie en juillet 2020. Voilà les modes de paiement les plus utilisés en ligne. Carte bancaire, 80%. Portefeuille en ligne, on peut penser à PayPal ou d'autres systèmes de paiement, 11%. Et puis le reste. Donc voilà, les utilisateurs aujourd'hui, c'est carte bancaire et portefeuille en ligne. En France, hein, d'accord? Si vous faites de la vente à l'international, attention, il y a d'autres mécanismes. Vous êtes c'est quasiment indispensable d'utiliser PayPal si vous faites de la vente à l'étranger. Et en France, c'est carte bancaire. Donc, il y a plein de solutions, hein, pour qu'on puisse vous payer en ligne, des très simples, des plus simples aux plus compliqués, des moins chers aux plus chers. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas mis dessus, par exemple, mais vous avez la solution, franchement, la plus simple, c'est Stripe. Ça se met en place en 30 minutes, voire 1 heure.
Par contre, bah oui, il y a des frais plus importants. On parle de un peu plus de 2% par transaction, là où une banque, elle peut descendre jusqu'à 0,50%, 0,30, 0,40. Donc, c'est 5 à 6 fois plus cher, voire plus, pardon, c'est 8, 10 fois plus cher, mais c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Toujours pareil. Peut-être qu'il faut que vous mettiez Stripe pour les 3-4 premiers mois, comme ça vous êtes en vente tout de suite. Et puis quand vous aurez le temps que ça tournera, bah, vous passerez sur un contrat bancaire où là, désolé, je les adore, hein, on s'entend bien aussi, j'en vois beaucoup de nos clients chez nos banques partenaires, mais c'est plus long. Ça va mettre un mois à ce qu'on nous envoie le module, et puis après la documentation technique, et puis s'il y a un bug, on met une semaine à vous répondre. Enfin bref, pour ceux qui ont déjà un site, vous connaissez un petit peu les problèmes. Donc c'est tout, pas de mauvaise solution, que des solutions adaptées à différents cas. Je veux me lancer vite, je veux partir sur mon e-commerce, vous prenez Stripe. Par contre, après, vous voulez diminuer les coûts, vous voulez améliorer, vous avez un peu le temps de remplacer, il y a Stripe qui est en place. Après, vous ouvrirez votre contrat bancaire chez votre banque qui va mettre 3 semaines, 2 mois à ce que ça puisse se mettre en place. Mais c'est pas grave, il y a d'autres solutions en attendant. Donc simplement, voilà. Est-ce que vous devez prendre une banque ou une banque en ligne? Bah, je viens de vous y répondre. Maintenant, je vous invite à long terme à avoir une banque quand même. Déjà parce que bah, ce serait mieux que les frais bancaires restent en France, entre nous, c'est important aussi. C'est quand même sur chaque paiement, donc voilà. Et puis bah, parce que pour vous, c'est quand même aussi beaucoup plus rentable à très long terme. Et c'est pas moins sécurisé. Alors après, c'est vrai qu'on perd quand même les interfaces de gestion des paiements quand vous avez un système de paiement en ligne hein, pour rembourser les paiements, pour faire des systèmes d'avoir, enfin, les interfaces des outils en ligne sont quand même beaucoup plus sympas parce que bah, nos banques, elles sont pas bonnes là-dessus, hein, tout simplement. Leur plateforme, franchement, alors ils pourront venir me voir hein, s'il y en a qui sont présents et qui ne sont pas d'accord, on en discute, il n'y a aucun souci, mais je pourrais leur montrer. Les plateformes, elles sont moches, elles ne sont pas très utilisables, c'est super chiant pour se connecter. Bah, voilà, bon, c'est tout, il faut faire avec. Elles vont mettre 10 ans de plus que les autres plateformes, mais elles y arriveront au bout d'un moment. Bon, mis ça de côté, après, pour le reste, ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, nous, 90% de nos sites d'e-commerce, ils sont sur des solutions que ce soit la BPLC, CIC, Caisse d'épargne ou LCL, enfin peu importe, ça finit par fonctionner. Par contre, oui, c'est moins sexy, ça fonctionne moins bien. Du côté administrateur, et pour le client, c'est la même chose. Donc voilà, c'est un petit peu les seuls bémols que je peux mettre là-dessus. Simplement aussi sur la sécurisation. Alors là, je vous ai mis un schéma un peu compliqué, mais c'est volontaire, parce qu'il y a encore des fois cette crainte. Est-ce que c'est sécurisé le paiement en ligne? Oui, oui. Si le paiement en ligne n'est pas sécurisé, rien n'est sécurisé. Ça utilise le même chiffrement quand vous voyez HTTPS, tout ça, etc. On appelle ça du chiffrement SSL, TLS pour être précis. Donc, bah, vous pourrez aller voir, on pourra en parler si besoin. Qu'est-ce que c'est que le chiffrement informatique? Mais aujourd'hui, quand on se fait voler des numéros de carte bleue, c'est pas au moment où l'utilisateur vient payer en ligne, c'est parce qu'on a des autorisations spéciales pour enregistrer un numéro de carte bleue et que la base de données se fait pirater. Ou que le PC portable de l'utilisateur est piraté et que c'est des touches de son clavier qui sont enregistrées. Enfin bref, il y a plein de manières de voler des numéros de carte bleue, mais ce n'est pas à la seconde au moment où la personne paye sur votre site en ligne. Il y a du phishing, il y a plein de manières, pas de souci. On en parlera à d'autres occasions. D'ailleurs, il y a le prochain webinaire est sur la sécurité informatique, donc je vous invite à vous y inscrire. Mais là, en l'occurrence, je vous dis pour le e-commerce, si votre frein, c'est pas de paiement en ligne parce que j'ai peur que la carte bleue ne soit piratée, ou que vos utilisateurs vous disent ça, non. Il y a 3DS qui existent, au pire. 3DS, c'est, je vous ai mis le schéma qui est là, c'est en gros, vous pourrez aller voir en détail, mais quand mon utilisateur paye, c'est sa propre banque qui authentifie le fait que c'est lui. Donc c'est ça le fameux code qu'on doit renseigner, ou l'application maintenant, depuis la nouvelle norme qui a été mise en place là, du côté des banques depuis le début de l'année, enfin l'année dernière, où c'est obligatoirement une application où on fait de la double authentification. Donc l'utilisateur, quand il paye avec sa carte bleue, il est obligé de se double authentifier. Et si jamais bah, sa carte elle était quand même volée, que c'est quelqu'un qui le fait à sa place, c'est sa banque qui le remboursera. D'accord? C'est ça l'engagement 3DS. Alors que quand il n'y a pas 3DS, c'est le marchand qui doit rembourser. D'accord? Donc attention, vous avez le choix, vous, en tant que marchand, d'autoriser ou de refuser les paiements non 3DS. Si vous voulez, prenez le risque de ne pas prendre du 3DS, c'est vous qui vous gérez après les impayés ou les retours de paiement. Hein, d'accord? À l'inverse, sinon, c'est 100% encaissé. Quelqu'un paye avec ma carte bleue qu'il a volée, le marchand il gardera son argent, il a renvoyé la marchandise. Par contre, moi, l'utilisateur qui me suis fait pirater, je dépose un dossier, je prouve que je me suis fait voler ma carte, et c'est l'assurance de la banque qui paye. Par contre, bah, si on prouve que c'est volontaire et qu'on m'a usurpé mon système de 3D Secure,
à cause de moi, là, ça sera ma faute. Mais sinon, globalement, ça couvre 100% des échanges. Vous avez 99%, je crois, des paiements en France maintenant qui sont avec 3D Secure. Oui, au lancement en 2008, je crois, ou un truc comme ça, ça plantait, ça prenait 30 secondes, ça ralentissait les pages, c'est fini. Hein. Là, je veux dire, on est en 2020, 3D Secure, vous mettez ça à 100% et puis c'est très bien. Maintenant, il y a même le 3D Secure sur les paiements multiples. Quand on vous paye en 3 fois, avant, c'était que sur le premier paiement. Maintenant, c'est sur les 3. Bon, bref, tous ces détails-là, on pourra en reparler. Hein. Je rentre un peu dans le détail, mais c'est, comme je vous ai dit, aussi pour disséminer un peu d'informations à ceux qui sont à d'autres étapes. Deuxième pain point, la livraison. Pareil, je vous ai mis les stats 2020, hein, enfin 2019, sorti en 2020 de la FEVAD. On a encore 85% des gens qui sont livrés à domicile. D'accord ? 68 en point relais et 30 en click and collect. Donc c'est quelque chose qui évolue, hein, parce que point relais et click and collect, c'était pas autant avant, évidemment. Bon, bah là, c'est à vous après de choisir le système que vous préférez. Il y a des outils, hein, alors c'est pareil, c'est compliqué. Est-ce que vous commencez avec Colissimo pour faire simple ou Chronopost? Est-ce que vous commencez avec un transporteur privé ou autre? Là, ça va être à vous de voir. Simplement, ce que je veux préciser à cette étape, c'est qu'il existe des outils qui vous centralisent tout le système de gestion des étiquettes d'expédition. On peut penser à des outils comme SendCloud ou Sendy. En fait, vous payez à l'étiquette et eux, après, ils ont des connecteurs automatiquement vers différents prestataires. C'est aussi le cas de prestataires locaux. Je prends l'exemple de TCP. Aujourd'hui, si vous avez votre entrepôt ou votre messagerie, enfin votre logistique qui est gérée par TCP, ils peuvent automatiquement, eux, faire le relais avec plusieurs prestataires. Mondial Relay, DPD, Colissimo, etc. Donc après, c'est à vous de choisir. Tout dépend un peu du volume que vous avez à gérer, de ce que vous voulez en faire. Le premier cas le plus simple, vous êtes dans votre garage, vous faites vos propres colis, vous prenez Colissimo et puis de temps en temps, vous allez déposer à la poste. C'est très bien quand vous avez 2 colis par jour ou 3 par semaine. Et quand votre flux commence à augmenter, bah, l'extrême opposé, vous vous poserez la question, est-ce que je ne fais pas gérer mon stock directement par un transporteur, dans un entrepôt comme je vous ai affiché là? Là, vous payez au mètre carré, il vous gère la réception, le stock, l'inventaire et puis l'expédition. C'est quand même pas mal. Alors évidemment, le prix est différent. Mais là, je vous parlais de l'automatisation maximum. Vous louez 10 mètres carrés, vous payez ça tous les mois, et puis vous ne verrez plus jamais votre stock. C'est quand même plutôt confortable. Bon, après, évidemment, il y a un entre-deux de tout ça. Hein, je vous ai donné les deux extrêmes. Il y a tout un monde entre les deux. À vous de positionner le curseur au bon endroit. Mais ça vous montre un petit peu le potentiel et la simplicité. Vous voulez vous lancer fort sur le e-commerce, là, vous avez 30 000 euros. Vous voulez faire 15 000 euros une plateforme sur mesure, 10 000 euros de communication et 5 000 de logistique automatisée. Vous êtes bien. Hein, vous avez une plateforme qui est prête à partir. Voilà, après quelques autres petites astuces, hein. Là c'est juste, voilà, je dissémine de l'information, des petites choses à penser. C'est toujours bien sur votre site e-commerce d'avoir notamment ce qu'on appelle la commande sans inscription. Ça dépend de votre produit, hein. Mais quand vous avez des produits qui sont souvent vendus qu'une fois, par exemple, c'est bien d'avoir ce système-là. On n'a pas toujours envie de créer un compte, c'est long, c'est fastidieux, on a peur de l'oublier. Donc c'est bien de proposer la commande sans inscription, ça fonctionne bien. Ça évite d'avoir à créer un compte à chaque fois. Si vous êtes sur un business où il y a de la vente récurrente, évidemment, vous n'êtes pas concerné. Ce qu'on appelle le one page checkout, c'est le fait d'avoir votre page de paiement, donc juste après le panier, où tout est en une seule page. Alors, je disais que c'était à la mode il y a quelques années. Là, c'est presque indispensable. Hein. On n'en voit plus beaucoup des checkouts, donc des pages de paiement qui ne sont plus en une seule page. C'est vraiment confortable pour l'utilisateur d'arriver d'avoir récapitulatif, adresse d'expédition, adresse de facturation, paiement en bas, récap, boum, je paye, et hop, c'est parti. Plutôt que de suivant, ok, je valide, je crée une adresse, je fais ci, je fais ça, nanana. C'est le moment le plus stressant, hein, pour l'utilisateur, le paiement. Donc, plus c'est synthétique, plus c'est épuré. C'est pas le moment de mettre des logos, des trucs ou je sais pas quoi. Hein. Vous regarderez les plus grands sites, pour pas les citer au monde, mais au moment où on arrive sur la page de paiement, il n'y a rien d'autre. D'accord? Je suis focalisé sur ma commande. Si vous mettez des pubs, des je sais pas quoi et tout, faut éviter. Vous pouvez aussi penser aux liens affiliés. Là, c'est plus pour la partie communication. C'est comme ça que le plus grand site d'e-commerce du monde s'est développé. Hein. Oui, ça fait partie du fonctionnement. Si vous avez des petits influenceurs ou des gens qui sont prêts à vendre des produits pour vous, donc bah, c'est bien d'avoir un système où en fait vous rétribuez les personnes qui parlent de vos produits. Ça les incite à le faire. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites sur lesquels bah, vous aimez bien un produit, vous l'avez testé, vous l'avez essayé, vous voulez le partager à des gens. Bah, vous créez un lien dans votre compte, vous le partagez et à chaque fois qu'il sera vendu, vous touchez 5, 10, 15, 20, 30%. Bah, je vous garantis que ça vous fait des ambassadeurs plutôt faciles et c'est une bonne technique. Et puis enfin, les frais de port. Alors ça, c'est toujours un débat aussi parce que alors, souvent,
c'est là l'usine à gaz, mais on se bat hein, pour éviter ça. Si c'est l'usine à gaz de votre côté pour calculer les frais de port, c'est l'usine à gaz du côté des utilisateurs, forcément. Donc, il faut éviter. L'utilisateur, il n'a pas envie, on l'a vu, hein, je vous montrerai avec des outils, on perd des fois, il y a des e-commerce qui perdent des commandes parce que le système de frais de port est trop compliqué. Mettez-vous à la place de l'utilisateur. Le mieux, honnêtement, ce qu'on recommande, c'est pas adapté tout le temps, mais franchement, à 90%, c'est applicable. Vous mettez un prix fixe, jusqu'à tant d'euros, c'est tant d'euros de frais de port, et ça couvre à peu près l'ensemble de vos frais. Et au-delà, c'est gratuit. Par exemple, jusqu'à 200 euros, c'est 15 euros de frais de port, et au-delà, c'est offert. C'est simple. Tous les systèmes de plateforme que je vous ai montrés peuvent le mettre en place facilement. C'est facile à calculer pour vous. À la fin de l'année, vous faites votre balance, vous voyez combien vous comptez les frais d'expédition et combien vous avez encaissé, et vous ajustez. Oui, certains auront payé 10 euros alors que ça vous a coûté 5, et d'autres auront payé 10 euros alors que ça vous a coûté 15. Mais on s'en fiche. Il faut que ça s'équilibre à la limite à la fin, ou alors vous augmentez le prix de vos produits et vous mettez 0% de frais de port. Mais j'ai envie de dire, faut de vouloir, entre guillemets, juste au plus juste assumer les frais de port. Alors, sauf quand vous envoyez des palettes, tout ça, etc. Évidemment, il y a des activités, hein, j'insiste, où on n'a pas le choix. Mais pour 90% des activités, vous amusez pas à calculer ce truc-là, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Et surtout, l'utilisateur s'en fiche. Aujourd'hui, il est habitué honnêtement à avoir des frais de port gratuits en plus. Donc, s'il paye les frais de port, souvent, c'est pour vous faire un peu plaisir ou qu'il a vraiment envie d'acheter. Donc, vaut mieux que vous vendiez plus cher et qu'il n'y ait pas de frais de port que d'embêter l'utilisateur avec ses frais de port. Et puis enfin, les mails de suivi, c'est important. J'ai mis 5 trucs importants, il y en a d'autres évidemment, mais ça en fait partie des plus importants. Le fait d'être informé. Quand on a payé en ligne, on aime bien savoir, même si ça prend du temps, même si c'est en retard, même si c'est pas grave. Hein, aujourd'hui, surtout en ce moment, les utilisateurs français sont quand même plutôt entre guillemets, nous regardant, acceptant, on va dire, par rapport à ce qui peut se passer. Donc, indulgents, voilà, pardon, c'est ce que je cherchais. Ils sont plutôt indulgents. Donc, vous êtes en retard parce que pour différentes raisons, un petit mail, tout ça, c'est toujours bien. Commande confirmée, commande validée, prise en charge. Une semaine plus tard, ça arrive, désolé, nanani, ça arrivera à telle date. C'est bien reçu. Est-ce que vous êtes content? Ça fait 4-5 mails, oui. Mais pour cette partie-là, c'est pas gênant. Il vaut mieux trop de mails sur cette partie-là que pas assez, honnêtement. Contrairement à tous les autres mails qu'on reçoit. Donc voilà, il ne faut pas hésiter là-dessus, c'est important. Voilà un petit peu tout ce que vous pouvez travailler, entre guillemets, sur ce que vous devez regarder en priorité sur votre site e-commerce. Toujours un focus utilisateur, focus priorité sur l'expérience utilisateur, c'est vraiment important. On en arrive à la 4e et avant-dernière étape, hein, du coup. Donc, il me reste à peu près une vingtaine de minutes d'intervention. Je vais aller un petit peu plus vite, hein, on est plus loin, mais cette fois-ci, là, on a vu toutes les bases, vraiment à 100% pour se lancer dans le e-commerce. J'espère en tout cas que ça vous rassure déjà et que ça vous donne envie d'y aller si vous n'y êtes pas. Et si vous y êtes, ça vous donne envie d'aller encore plus loin. Sur la partie marketing cette fois-ci, on est lancé, on est installé, on est performant, on a bien regardé les pain points, tout va bien se passer. Maintenant, il faut communiquer. Alors, dans votre budget, c'est évidemment l'inverse. Hein. N'hésitez pas à communiquer avant même d'avoir lancé votre e-commerce. Ça, c'est évident. Bon, on n'est pas là pour parler communication et des webinaires dédiés à ça. On va en parler juste un tout petit peu version e-commerce. Mais évidemment, oui, vous allez vendre un produit made in France, un nouveau produit, il n'existe pas, c'est pas grave, vous faites un crowdfunding, vous dites à vos utilisateurs, il sera vendu 15 €, si vous me le commandez maintenant, c'est 12, et vous en prévendez 1000, tant mieux. Il y a des marques très connues qui font ça, hein, je veux dire, qui ne vendent qu'à la fabrication. Donc vous allez sur le site, vous achetez votre produit, on vous dit il sera livré une fois qu'il y en aura 100 000 de commandés, ok, pas de souci, voilà comment c'est fait, comme ci, comme ça, etc. Et puis après, une fois que les 100 000 sont faits, seulement ils produisent. Il y a plein de méthodes de vote qui existent, adaptez la vôtre à votre marché, mais tout ça c'est de la communication, d'accord? Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que le marketing en ligne? Alors c'est plein d'outils, plein de méthodes, plein de plateformes, pareil. Je ne pourrais pas toutes vous les citer là maintenant tout de suite, évidemment. Il ne faut pas s'y noyer, hein, il faut s'y retrouver, vous inquiétez pas, c'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut prendre un peu de recul et se focaliser. Alors, pour s'organiser, c'est comme ça. Ce schéma-là, vous pouvez l'imprimer et le garder, ça fait 10 ans qu'il est valable, et je pense qu'il est encore valable 10 ans. C'est vraiment les 4 vecteurs, canaux principaux de communication. Ce qu'on résume en SEO, SEA, SMO, SMA. SEO pour Search Engine Optimization, SEA pour Search Engine Advertising,
SMO pour Social Media Optimization et SMA pour Social Media Advertising. Pourquoi c'est important de connaître ces termes? Pour pouvoir communiquer avec les agences, communiquer avec des étudiants, communiquer avec des personnes qui sont dans ce secteur-là. C'est des acronymes, c'est chiant, je suis désolé, mais entre nous, c'est tout. On apprend tous à faire des choses, on apprend à faire de la compta, on apprend à faire de la logistique, on apprend tout le temps plein de trucs hein, quand on se lance. Bah, ça en fait partie, il faut connaître un petit peu. Voilà, il y a 4 vecteurs. Référencement naturel, référencement payant, réseaux sociaux non payants organiques qu'on appelle, et référencement, réseaux sociaux payants. Je ne vais pas faire le tour de tout, hein, il y a des séminaires dédiés à ça, mais voilà, en quelques mots, c'est ces 4 vecteurs qu'il faut travailler sur votre site. Il y a un ordre précis, hein, vous ne lancez pas dans le référencement naturel en premier, ça prend du temps. Il faut voir s'il y a des concurrents, 50 000 mots-clés. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est comme c'est du long terme, il vaut mieux s'y prendre le plus tôt possible, mais ce ne sera pas votre vecteur de vente des 9 premiers mois minimum. Il faut au moins 9 mois, 1 an avant que ce soit efficace. Parce que vous avez d'autres concurrents en général qui sont déjà positionnés. Par contre, le référencement payant, ça peut être intéressant. Tout de suite, vous payez et 24 heures plus tard, vous êtes référencé. Donc, il faut bien le faire, il faut faire attention, mais c'est 2 méthodes différentes, 2 approches différentes, qui finissent par être complémentaires, évidemment, mais tout dépend de l'étape à laquelle vous êtes pour votre stratégie. Et puis, les réseaux sociaux, tout dépend de votre produit, de votre communauté, de la traction que vous avez auprès de votre marché, mais les réseaux sociaux, évidemment, c'est une manière d'approcher votre public d'une autre manière. Alors, on va en parler un tout petit peu juste après, parce que je vais vous donner 2-3 outils, simplement, c'est pour vous donner un peu envie d'y aller. La piscine est grande, hein, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses à faire, mais là, je vous donne juste une barque pour ne pas avoir peur d'aller dans cette piscine. Après, vous prendrez des seaux d'eau où vous voulez, hein, mais après, ça va être à vous de choisir. Donc, simplement, je vous montre un outil qui s'appelle SEMrush, il est très cher, très cher par rapport à ce que j'ai pu vous montrer avant. Donc ça commence à 150 € par mois à peu près. Mais c'est pour vous montrer jusqu'où on peut aller. C'est un outil que nous on utilise et qu'on fournit aussi à nos clients et qu'on utilise pour l'ensemble des comptes qu'on suit pour piloter justement le référencement naturel et le référencement payant. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une petite animation de la plateforme. Alors il y a énormément de pages à l'intérieur, mais ça vous permet de, par exemple là, c'est un outil, c'est une page où on liste les mots-clés les plus importants du site et on voit le positionnement par rapport aux concurrents et l'évolution sur les derniers jours. Donc, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que le référencement naturel et payant, c'est super. On a des outils pour piloter ça très finement. Donc, le jour où vous vous lancerez, voilà, il y a des vrais trucs à faire. Donc, n'hésitez pas, c'est super intéressant. Ça peut être super rentable. Bon, par contre, il y a un investissement. Vous voyez, ne serait-ce qu'avec les outils qui vont en face. Mais le jour où vous vous lancerez, lancez-y-vous sérieusement. Et on a des outils super pour pouvoir suivre ça. Là, par exemple, ce qui vous a montré, c'est voilà, sur cette page-là, quels sont les mots-clés qui sont mis en avant et comment on est positionné par rapport à d'autres concurrents. Est-ce qu'on a amélioré notre position? Est-ce qu'on a diminué? Enfin, faut être un peu passionné aussi, hein, mais c'est une vraie valeur ajoutée que de savoir piloter ça. Donc voilà, le référencement naturel, hein, je le répète juste en 2 secondes, c'est sur Google quand vous remontez dans les premiers résultats sans payer. Donc c'est la qualité de votre site. C'est 3 critères, hein. La qualité de votre site, du contenu, votre positionnement par rapport aux concurrents et le trafic que vous générez et le nombre de liens que vous avez vers votre site. Donc netlinking, trafic et optimisation technique. Le référencement payant, c'est le mix entre la qualité de votre référencement naturel et le budget que vous êtes prêt à mettre par rapport à vos concurrents. Et vous allez payer au clic. Votre annonce, elle apparaît et vous allez payer 30 centimes, 2 €, 1 € en fonction de ce que vos autres concurrents sont prêts à payer aussi. Et vous paierez un peu moins cher si votre référencement naturel est bon. Mais bref, je ne suis pas là pour parler que de cette partie-là, mais en tout cas, appliquer au e-commerce, c'est hyper important. On est capable de vous dire, votre e-commerce, il est optimisé sur 180 mots-clés et ces 30 mots-clés-là sont très bien positionnés. Vous êtes en première, deuxième position en moyenne. Voilà comment il faut le maintenir. Par contre, attention, vous avez 3 concurrents qui sont juste derrière. Par contre, ces 40 mots-clés-là, vous les avez sur votre site, mais vous êtes en 19e position. Voilà ce qu'il faudrait faire. Et là, on a un vrai pilotage et des vraies choses qui se mettent en place. On suit un des très gros sites d'e-commerce. Je vous invite à aller voir un de nos clients les plus actifs, c'est Pierre Import, côté agence WebUp, où on est en concurrence avec des très grosses marques, hein, Alinéa, Maison du Monde, etc. Et on pilote ce référencement à une échelle nationale. On est sur plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par jour, hein, et encore plus pendant les périodes comme le Black Friday.
Mais bref, c'est assez intéressant et c'est vraiment un retour sur investissement potentiel intéressant. Autre chose qui me paraissait intéressante à vous citer aussi, c'est bien beau de parler de tout ça, référencement payant, référencement naturel, réseaux sociaux. Alors juste, je vous parlais de réseaux sociaux organiques et payants, pour vous rappeler, hein, organique, c'est vous créez une page Facebook, c'est gratuit, vous postez des choses, c'est gratuit, et vous avez une vision naturelle. C'est ça l'organique, hein. Donc vous postez quelque chose, il faut savoir que par défaut, 10% de vos fans vont voir vos posts. Donc vous avez 1000 j'aime, vous postez quelque chose, ben, il y en a 100 qui vont le voir, et peut-être 10 ou 15 qui vont mettre j'aime. Donc il ne faut pas être frustré, avec 1000 fans, 10, 15 j'aime, c'est le truc normal. Après, peut-être que votre post il va être un peu spécial ou qu'il va toucher plus de monde, plus de partage. Après, là, c'est un petit peu du pifomètre, hein, c'est de l'organique. Par contre, quand vous passez du côté payant, bah là, vous pouvez booster ou multiplier la visibilité, voire faire en sorte que votre publication soit visible par des personnes qui ne sont pas fans encore de votre page. Bref, toute cette mécanique autour des réseaux sociaux, il y a aussi d'autres webinaires dédiés à ça. Donc, je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais c'est important pour votre e-commerce parce qu'on est capable d'avoir des statistiques. Combien chaque plateforme vous rapporte? Est-ce que l'argent investi va vous rapporter et combien ça vous rapporte? Le critère le plus intéressant, c'est le CPA, le coût par acquisition. Combien vous a coûté une vente en moyenne? Et nous, ça, après, on fait un calcul ensemble. Votre panier moyen, par exemple, il est de 50 €. Votre marge moyenne, elle est de 20 € sur 50, imaginons. Donc, vous êtes à 40% de marge. Et votre coût par acquisition, il est 12 €. Bah, go, allons-y. Plus vous allez mettre et plus vous allez générer de marge. Par contre, à l'inverse, vous êtes plutôt à l'équilibre ou voire en déficit, on considérera que c'est de la communication. Oui, vous faites 5 € de marge par vente, mais ça vous coûte 6 € d'acquisition. On sait que chaque vente va vous coûter 1 €. Mais est-ce que ces ventes-là ne vont pas vous générer des ambassadeurs ou vous permettre d'augmenter vos volumes ou venir compléter d'autres ventes? Après, ça, c'est propre à chaque business, il faut l'analyser. Mais voilà, c'est le gros avantage du web marketing, on a des stats. Et surtout, là, ce que je vous montre, alors c'est un faux rapport évidemment, mais c'est une page personnalisable qu'on a sur des outils. On peut générer comme ça des rapports. Alors vous retrouvez, si vous utilisez Google Analytics ou des outils de statistiques comme ça, on peut, grâce à des outils de rapport, agréger comme ça et vous donner une vision d'ensemble, un dashboard, parce que vous n'avez pas que ça à faire que de décortiquer et éplucher vos stats tous les jours. Par contre, vous pouvez avoir une analyse mensuelle ou bimensuelle où on vous montre les meilleurs chiffres, les chiffres les plus intéressants en tout cas, avec les statistiques de votre site, les statistiques de recherche, le nombre d'impressions dans le moteur de recherche, le nombre de liens, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires. En fait, ces stats souvent sont éparpillés sur plusieurs plateformes et on a des outils pour pouvoir vous agréger ça dans un seul et même unique rapport. Et je vous invite, quand vous arriverez à cette étape-là, à le faire. Ça vous fera gagner du temps et surtout vous fera gagner en vitesse de décision. Où est performant mon site, comment et pourquoi. Et puis enfin, quand on arrive à l'étape amélioration ultime, entre guillemets, je vous montre juste un outil qui s'appelle Hotjar, il y en a d'autres, vous pourrez les regarder. Là, c'est quand on commence à se poser la question de, bon, je maîtrise mon site, je fais des ventes, on a fait tout ce qu'on a vu avant, je veux encore améliorer mes performances, je veux augmenter mon taux de conversion. Donc, taux de conversion égale pourcentage de visiteurs transformés en acheteurs. La moyenne depuis 5-6 ans sur le e-commerce français, c'est 2,80%. Vous pouvez être un peu en dessous, un peu au-dessus, ça dépend des marchés, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, ça veut dire qu'en moyenne, 3%, donc 3 visiteurs sur 100 sont transformés en acheteurs. Ça peut paraître pas beaucoup, mais ça vous donne une idée du trafic qu'il faut générer. Et donc, on a des outils comme Hotjar qui permettent de voir comment se passe l'expérience utilisateur. Le temps qui passe sur les formulaires, des petits sondages avec des questions. Est-ce que l'expérience est bien passée? Est-ce que les prix vous conviennent? Je ne sais pas quoi. Enfin bref. Vous pouvez aussi avoir des reconstitutions des sessions pour qu'on reconnaisse où est-ce qu'ils ont été bloqués dans vos pages. On peut aussi retrouver les zones les plus cliquées, les zones les plus vues, etc. Alors, c'est du boulot, ça prend du temps. Nous, c'est des audits qui nous prennent 2-3 jours de travail, qui a un coût aussi. Par contre, on est capable comme ça, on a déjà doublé, triplé des taux de conversion grâce à ça. Donc voilà, après, il faut bien voir que ça demande un peu de travail et d'analyse, mais pour analyser, pour lever des barrières, ça peut être intéressant et pour démultiplier les performances de votre site. Voilà, une fois de plus, c'est pour vous donner un nouvel horizon de choses possibles. Voilà, et puis bon, je répète simplement, j'avance un petit peu parce qu'on arrive au bout, une stratégie de communication, vous êtes certainement habitué, mais c'est aussi toutes ces étapes-là, attirer, convertir, conclure, fidéliser. Quand vous construisez votre stratégie, attention à quel budget vous mettez à quelle étape. Je vous ai parlé de choses qui sont à différentes étapes.
Est-ce que vous faites de l'acquisition avec du Google Ads? Est-ce que vous faites de la fidélisation avec vos pubs Facebook ou avec du mailing? Enfin, chaque action de communication doit être vouée à un objectif. Est-ce que vous êtes plus dans l'acquisition de nouveaux visiteurs, la transformation de nouveaux clients ou la transformation de clients en ambassadeurs? Voilà. Alors, je saute juste cette partie Big Data parce qu'on a un petit peu moins de temps. J'y reviendrai juste après en fonction des questions aussi qui peuvent arriver. Je vous invite, pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Tant mieux, c'est peut-être très clair, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en vois une simplement qui est publiée, pardon. Je vais aller la regarder tout de suite. Effectivement, puis elle date un peu, je m'excuse. Et je vais y répondre juste après. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je prendrai un petit peu de temps à la fin pour y répondre. Et je reviendrai éventuellement sur ce que je viens de sauter. Alors simplement, dernière étape, j'en ai pour 5 minutes. Dernière étape une fois que tout ça se développe, comment est-ce qu'on arrive directement à sa version e-commerce maximum? Parce que vous avez des entrepôts, parce que vous avez, je ne sais pas, un volume de vente qui explose. Enfin, qu'est-ce que c'est que le e-commerce après? Ma plateforme en ligne, elle vend et je commence à tout exploser. Bah, l'étape d'après, elle est sur, pardon, ça a sauté, elle est sur ce qu'on appelle l'ERP. Alors, je ne vais pas rentrer dans les grands détails, hein, mais c'est juste pour vous expliquer ce qui se passe dans les sites d'e-commerce, étape suivante. L'ERP, Enterprise Resource Planner, donc PGI en français, Programme de gestion intégrée. Alors, avant, c'était un gros logiciel qui permettait de gérer toute l'entreprise, tous les pôles que vous avez d'afficher. Production, management, fiche de salaire, vente, logistique, comptabilité, enfin bref. Et en fait, l'ERP, donc les acteurs les plus connus, Sage, SAP, tout ça, etc. Puis il y en a d'autres, Odoo, enfin bref. L'objectif, c'était d'avoir un logiciel avec des modules qui permettent de gérer l'entreprise et de tout interconnecter. Bon, aujourd'hui, l'ERP, c'est plus un concept. Ça peut être un logiciel qui fait tout, ou ça peut être un ensemble de logiciels qu'on connecte. Et forcément, votre e-commerce, il vient s'intégrer là-dedans. Et donc, l'étape d'après, et c'est là que en introduction, je vous disais, c'est plus là que, par exemple, nous, sur la partie développement sur mesure, c'est intéressant, c'est que c'est typiquement le cas aujourd'hui quand un e-commerce devient très volumineux, qu'il y a plusieurs centaines de commandes par jour et qu'on veut optimiser ça, on va, par exemple, avoir le site sur mesure qui est connecté avec un outil de support. Donc, les outils de support, c'est des outils de gestion de tickets où il y a des agents qui vont répondre. Ça va centraliser toutes les demandes des réseaux sociaux, du site, de tout ce qu'on veut. On peut penser à Zendesk, GrooveHQ, Freshdesk, etc. Enfin, donc, c'est un outil sur lequel il y a des agents de support. Ça va être connecté au site d'e-commerce qui lui-même va être connecté, par exemple, tous les mois à la comptabilité. Ça va envoyer toutes les commandes et générer les écritures pour pouvoir faire le rapprochement bancaire, notamment. On va aussi être connecté à la production pour avoir le stock, par exemple, en temps réel sur 5 entrepôts. On va être aussi connecté aux ventes pour que si un commercial fait une commande en direct, puisse générer directement le bon et synchroniser comme si ça avait été fait via le e-commerce. Enfin, on peut imaginer des milliers d'interactions comme ça. Et l'objectif, quand on arrive à cette étape-là, c'est de connecter tout ça. Alors, les coûts sont importants, faut faire attention. Que vous internalisiez ou pas, que vous ayez une personne dédiée ou des développeurs extérieurs, enfin, peu importe. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le métier de développement, justement, à façon, donc sur mesure, c'est justement 50% du temps sur de l'interconnexion comme ça d'outils ou de logiciels. Alors, vous ne prenez pas la tête, honnêtement, bon, j'ai déjà fait d'autres séminaires sur ce sujet-là, mais ne cherchez pas à avoir un logiciel qui fait forcément tout. Vous pouvez avoir un logiciel qui fait beaucoup de choses et pas mal d'autres briques que vous venez connecter. C'est normal, c'est comme ça depuis 5-10 ans. On passe plus de temps à connecter les outils qui sont des outils qui sont spécialisés que d'avoir un outil qui fait moyennement un peu tout. C'est le débat qu'on appelle, vous pourrez aller voir sur Internet, c'est ERP versus best of breed. Donc, est-ce que je prends un ERP qui fait tout, monolithique, avec plein de modules, ou est-ce que je prends les meilleurs de chaque catégorie? La question se pose. Aujourd'hui, vous prenez, pour faire du mailing, le meilleur outil français, enfin le plus connu en tout cas, c'est Sendinblue, et vous avez pourtant dans certains ERP du mailing. Est-ce que le module de mailing que j'ai dans mon ERP fait tout ce que fait Sendinblue? Je vous dis que c'est sûr que non. Vous pouvez montrer tous les outils de mailing de tous les ERP, je vous donnerai une fonctionnalité qu'il n'y a pas. Après, est-ce que vous en avez besoin ou pas? C'est là que la question se pose. Donc bref, et votre Sendinblue, vous pouvez le connecter avec votre CRM. Donc bref, mais voilà un petit peu l'information de tout ça. C'est l'étape d'après. OK? Donc voilà, j'en ai terminé. Je garde les 5 dernières minutes pour revenir sur éventuellement ce que j'ai sauté ou pour répondre aux questions que je vois arriver.
Voilà un petit peu je vous laisse simplement un dernier slide de remerciements, et puis avec les grandes informations auxquelles vous devez faire attention, et surtout auxquelles vous devez penser si vous allez si vous préparez votre projet pour un prestataire, pour une embauche ou une formation, peu importe. Faites attention au nombre de références, aux produits que vous avez. Calculez votre panier moyen envisagé, après on l'ajustera, votre marge moyenne, nombre de commandes mensuelles envisagées, comment vous allez gérer votre stock, vos commandes, vos livraisons. Quand vous avez préparé votre site, pensez à la conception et la réalisation, on en a parlé, aux garanties. La garantie, c'est combien de temps est-ce qu'on m'accompagne après la création du site, sans coût supplémentaire, j'entends. L'hébergement, est-ce que j'ai besoin d'un gros serveur, un petit, combien ça coûte, pourquoi, comment. La maintenance, qu'est-ce que ça va coûter? Pensez-y aussi, il y a toujours de la maintenance. C'est faux de penser qu'il n'y en aura pas. Et puis après, alors, je n'ai pas reparlé, mais évidemment, la compatibilité mobile est importante. 70% des achats se font via mobile. Donc, limite, vaut mieux que votre site soit beau sur mobile et moche sur PC que l'inverse. Mais souvent, pour se faire plaisir, on en fait un beau sur PC et on fait la mobile après. Non, mobile first. Et puis après, évidemment, il y a des critères qui peuvent être très influençants. Si vous faites du multilangue ou multidevise, attention, on arrive souvent aux limites un peu des outils. Voilà, Nicolas, je vois que tu t'es reconnecté. Je me permets de répondre aux 2 questions. Et puis après, je te relaisse la main. Alors, j'ai une question que je viens de publier du coup, qui est bonjour Marvin, bonjour Saïd Couscous. Peut-on utiliser avec Shopify son propre nom de domaine? Oui, tout à fait. Shopify, en fait, vous offre une version d'essai. Et en l'occurrence, à partir du moment où on paye l'abonnement, on peut réserver un nom de domaine qui sera automatiquement attribué. Donc, pour expliquer aux utilisateurs, en fait, ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, quand vous créez une plateforme et que c'est gratuit, on vous met sur un sous-domaine. Donc, ça veut dire que vous êtes sur maboutique.shopify.com. Donc, en soi, c'est bien pour se lancer, pour essayer, pour tester, mais ça veut dire que votre référencement naturel est bloqué. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que vous êtes, entre guillemets, un sous-site d'un autre site. Et donc, effectivement, au bout d'un moment, vous pouvez payer pour l'abonnement pour avoir votre nom de domaine associé. Donc, oui, tout à fait. Avec Shopify notamment, on peut faire ça. Deuxième question d'un anonyme. Avez-vous des recommandations sur des sites ou logiciels qui font remonter les données des ventes pour les réseaux sociaux de manière naturelle? Alors, si je comprends bien, alors, de manière naturelle, c'est-à-dire, j'imagine que c'est les réseaux sociaux non payants. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas différencier à 100% qui vient des réseaux sociaux, d'une publicité ou pas. C'est compliqué. Par contre, on peut savoir qui vient des réseaux sociaux. Alors, il y a ce qu'on appelle, si je prends Facebook par exemple, il y a ce qu'on appelle le pixel Facebook qu'on peut installer sur un site qui permet de suivre un utilisateur qui est passé dessus, passé sur Facebook et qui est venu acheter chez vous. Aujourd'hui, alors c'est pas vraiment les sites, sites ou logiciels, il y a ce que je vous ai montré. Alors aujourd'hui, quand c'est bien paramétré, l'outil de suivi de stats aujourd'hui le plus connu, c'est Google Analytics, mais il y a aussi d'autres outils comme Matomo, anciennement, comment ça s'appelle? Bon, bref, c'est pas grave, mais Matomo aujourd'hui qui existe aussi, et puis d'autres outils qui sont sur le marché. Votre outil de statistique, quand il est bien paramétré, vous permet de différencier les sources d'arrivée de vos acheteurs. Donc effectivement, c'est possible, mais c'est tout simplement dans des outils de stats, et il y a des paramétrages à faire. Vous pouvez t'accompagner pour ça ou trouver des tutos. Mais voilà, c'est en fait, on passe ce qu'on appelle des paramètres. On est capable de pouvoir marquer les commandes pour dire cette commande-là, elle vient de tel endroit, elle vient de telle personne, elle vient de telle chose. Donc voilà, ça c'est possible, et c'est des paramétrages dans votre outil de statistique. Ça revient aussi à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les outils de reporting, où on est capable d'extraire ces données et de pouvoir les segmenter, en fait, tout simplement. Et j'ai une nouvelle question qui apparaît entre-temps, du coup, de Saïd. Je pense que c'est par rapport à ma réponse. D'un point de vue formation en ligne, quelle plateforme semble intéressante? Alors, pour la formation en ligne, et j'imagine que comme on est sur du e-commerce, c'est peut-être potentiellement pour les vendre aussi. Aujourd'hui, alors de la même manière qu'il existe des plateformes pour créer des sites vitrines, et que là je vous ai montré des plateformes pour créer des sites e-commerce, il existe des plateformes pour créer ce qu'on appelle des MOOC, donc des plateformes de formation en ligne. Donc si vous voulez créer votre propre plateforme de formation en ligne, je vous laisse aller voir CMS Formation. Un des plus connus open source, c'est Moodle, il est utilisé par toutes les universités. Vous l'installez, comme un WordPress, et puis c'est parti. Vous pouvez aussi mettre WordPress avec un module LMS pour Learning Management System, donc pour pouvoir créer votre propre système. Et il y a aussi des agences, on peut penser à NetOpen, notamment à la Technopole, qui proposent des solutions sur mesure ou de mise en place d'outils comme ça de formation en ligne. Si à l'inverse, la question était
quelles sont les plateformes en ligne pour vous former vous-même. Et je réponds aux deux, comme ça au moins j'aurais fait le tour. Pour pouvoir se former en ligne sur ce qui existe, il existe des grosses plateformes, on peut penser, alors ça dépend un peu le sujet, hein, évidemment, mais oui, il y a des plateformes de formation en ligne. Si c'est pour du développement, je vous invite à aller voir Open Classroom, ça va vous montrer comment créer un site, comment faire un WordPress, comment faire un Shopify, enfin bref. Les plateformes proposent également leur système de formation en ligne. Vous avez aussi des plateformes non spécialisées comme Udemy par exemple, U-D-E-M-Y, où il y a de tout pour apprendre à faire du graphisme, apprendre à faire de la formation, enfin du développement en ligne, etc., etc. Donc je réponds un peu aux deux questions, mais évidemment oui, sur la partie formation en ligne, on a beaucoup de réponses à apporter et un panel assez global de choses à voir. Voilà, j'espère avoir été exhaustif et synthétique à la fois. Il est 45 pile poil. Nicolas, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci Marvin pour ton intervention. Moi, j'ai une toute dernière question. À la CCI, nous avons lancé ces dernières semaines le programme SOS Numérique Commerce pour être aux côtés des commerçants dans cette période clé de confinement. Et effectivement, nous essayons d'être à leur côté pour les inviter à être présentes bien sur les marketplaces locales. Je pense notamment à J'achète en local ou d'autres, illico sur 3. Et pour nos commerçants qui souhaitent effectivement mettre en place là rapidement pour être présents dans cette période de confinement sur le web, pour nos commerçants qui souhaitent donc mettre en place rapidement une plateforme de e-commerce, qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire dans cette période d'urgence? Yes, avec plaisir. Déjà, il y a une nouvelle question qui est apparue. De rien, Saïd, avec grand plaisir. On se revoit bientôt sur les terrains, j'espère. Ensuite, deuxième chose, alors pour répondre à ta question, alors mon positionnement, mais après c'est un avis, hein, je veux dire, il faut le prendre chacun à son avis. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est simple, c'est Shopify. Enfin, si c'est pas Shopify, c'est une autre solution, mais c'est la version plateforme en ligne. Où ça peut être Wix, ça peut être Easy Cart, ça peut être ce qu'on veut, mais une solution où il n'y a pas besoin de serveur, où il n'y a pas besoin de tout ça, où en gros, je suis chez moi, il est même le soir, la nuit, le matin, enfin peu importe, je me connecte, je crée mon compte, je peux mettre mes produits en ligne et je vends. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur Shopify parce que c'est celui que je connais et que ça reste un leader et que du coup, je trouve qu'au moins ça a l'avantage il y a beaucoup de communautés pour échanger, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses. C'est aussi ça l'intérêt. C'est beaucoup comme ça qu'on choisit les outils. Bon, après, on essaye d'éviter les monopoles, donc il faudrait faire attention qu'il n'y ait plus que des Shopify au monde. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, ça reste une solution intéressante. Et aujourd'hui, franchement, un Shopify, quand on est un peu habitué, en 2-3 semaines, quand on a un client qui arrive, qui a une liste prête de produits, prix, photos, que le catalogue est prêt, avec 2-3 pages de présentation qui sont prêtes comme pour un site, en 2 semaines maxi, on peut être en ligne. Mais même plus, en fait, on pourrait aller plus vite, c'est parce que nous, on a un calendrier, on a une agence, etc. Mais avec quelqu'un qui est à l'aise et qui est un peu dans le numérique, il y passe une nuit ou en 2-3 jours, il peut être en ligne. Et je pense que c'est ça la priorité aujourd'hui. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, grâce à cette solution-là, il pourra prendre le temps dans 2, 3, 6 mois de passer sur une autre. L'abonnement, il n'y a pas d'engagement, déjà, il faut le savoir. Et on parle d'un abonnement qui commence à 30 € par mois. Alors, on va vite sur celui d'après qui est à 80 € par mois, pour des raisons assez simples, c'est que ça ouvre 2-3 fonctionnalités en plus, mais c'est surtout que ça divise par 2 la commission. Par défaut, c'est 2% que prend Shopify, en plus des 30 € d'abonnement, et ça passe à 1% quand tu as 80 € par mois. Mais c'est vite rentabilisé, le 1% pour 50 € d'augmentation d'abonnement, ça veut dire qu'il faut faire 1000 € de CA en plus, tout simplement. Donc j'ai envie de dire, si on veut se lancer rapidement, solution en ligne, et j'inviterai en plus à aller sur Shopify, c'est vraiment très simple. Toutes les pain points que j'ai cités, tous les points auxquels il faut faire attention que j'ai cités, sont gérés dans Shopify. Et puis après, on prendra le temps. On fera du sur-mesure, on fera du WooCommerce, on fera du PrestaShop, on ira voir quelqu'un d'autre, pas de souci. Mais pour une solution rapide, simple, efficace, c'est ce que je recommande. Bien, je te remercie Marvin pour cette précision. Peut-être que tu veux répondre à cette dernière question qui est arrivée entre-temps. Je crois qu'il y en avait encore une dans le flux de questions. C'est bon, c'était un remerciement. Et je un remerciement, d'accord, très bien.
Bien, bah écoute, alors merci Marvin pour cette conférence très intéressante sur le sujet du e-commerce. Et puis merci à tous d'avoir répondu nombreux et d'avoir participé en direct à ce webinaire. Je vous invite à notre prochain webinaire qui se tiendra le lundi 23 et qui portera sur le thème de comment communiquer en période de crise. Merci à tous, merci à Marvin et à très bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Bonne journée tout le monde. Au revoir.